Ma révolution en moi, c'est de permettre à plusieurs Africains et Africaines d'obtenir leur autonomie financière, de devenir riches en allant produire et transformer nos matières premières locales, en valorisant et en vulgarisant telles que nos matières premières locales. Quand je le dis ainsi, certains d'entre vous sont en train de dire, mais Thierry, n'était-ce pas prétentieux de dire que tu vas venir révolutionner, c'est-à-dire que les choses en Afrique permettent à plusieurs personnes de pouvoir devenir riches? Oui, je dis devenir riche. Et je marque l'accent ici sur devenir riche. Je dis ne pas avoir de l'argent, mais devenir riche. Tu seras aussi peut-être tenté de me dire, mais qu'est-ce qui t'amène à te le dire? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te poser, de prendre avec toi un verre d'eau ou une tasse de thé, parce que je tiens à préciser que la vidéo sera télécouverte. Elle sera longue. Parce qu'il faut comprendre ici qu'une révolution, ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Oui, en ce moment, nous sommes en train de vivre justement des chamboulements, c'est-à-dire que sur le plan géopolitique, sur le plan politique en Afrique, plusieurs de nos pays qui sont en train de vouloir s'affranchir aujourd'hui par rapport à l'hégémonie occidentale. Mais je tiens aussi à dire que cette révolution, c'est-à-dire que ça doit se préparer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire libre si nous ne sommes pas autonomes sur le plan économique. Donc quand je parle aujourd'hui de faire cette révolution, permettre à plusieurs, c'est-à-dire que d'entre nous, de devenir riches, c'est parce que cette révolution, j'ai eu à la faire sur le plan personnel. C'est parce que j'ai atteint certains résultats que je me permets aujourd'hui de pouvoir dire, je viens aussi permettre, faire cette révolution-là, afin que plusieurs d'entre vous, donc plusieurs Africains et Africaines, puissent aussi connaître la prospérité financière. Donc, permets-moi de me présenter pour toi qui me découvres pour la première fois. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terreau africain. J'ai créé la chaîne afin de te partager mes astuces et techniques, afin de te permettre aussi d'aller être un acteur majeur sur le plan entrepreneurial, sur le plan de l'investissement, sur le plan du développement économique de ton pays et de notre continent. Dans cette thématique qui te parle, n'hésite pas de t'abonner, surtout de mettre un pouce. Je tiens à préciser de mettre un pouce parce que j'ai constaté aussi qu'il n'y a pas assez de pouces. Vous êtes plusieurs à apprécier les vidéos, mais vous oubliez de mettre des pouces. Mettez le pouce pour que l'algorithme YouTube puisse proposer justement la vidéo à plusieurs personnes. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. C'est en mettant vos pouces que l'algorithme authentifie la vidéo et propose la vidéo à plusieurs personnes. Et c'est comme ça aussi votre contribution à ce que la chaîne puisse grandir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez massivement la vidéo à vos différentes communautés, afin que plusieurs d'entre vous soyez comme ça impactés. Donc si vous l'avez aussi déjà fait, dites merci. Dans cette vidéo, je suis en train de dire que moi, j'ai pris l'engagement de venir faire ma propre révolution, de venir révolutionner la communauté, de venir permettre à la communauté d'obtenir l'autonomie financière. On a coutume à dire ici qu'on ne peut pas nous respecter tant que sur le plan économique, nous sommes faibles. Tant que sur le plan de la technologie, nous sommes faibles. Tant que sur le plan industriel, nous sommes faibles. Tant que sur le plan scientifique, nous sommes faibles. Et si nous sommes faibles économiquement, nous n'aurons que des politiques aussi faibles. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en ce moment. Nous sommes en train de vivre des tensions géopolitiques énormes. À chaque fois où nos différents pays, où nos différents dirigeants veulent s'affranchir, veulent être autonomes,
on est obligé, c'est-à-dire de les mettre de la pression. Vous voyez qu'aujourd'hui, cette pression-là, elle est économique parce que nous vivons sous assistance. Nous vivons sous les aides. Et comme on a coutume à dire, celui qui te donne à manger, c'est celui qui te contrôle. La main qui te donne, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Vous n'avez qu'à voir ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée, et récemment là au Gabon. Donc il y a un vent comme ça, des révoltes qui est en train de souffler. Moi, ma révolution, c'est-à-dire que je l'ai faite plusieurs années, il y a plus de 10 ans. Et je dis ici que chacun d'entre nous devons la faire. Ça veut dire que ça doit être un appel intérieur. Si ta situation du moment ne te plaît pas, c'est à toi de la changer. C'est à toi de changer. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te donner la permission. Tu ne dois pas attendre, je ne sais pas, que les astres s'alignent. Tu ne dois pas attendre que ton chef d'État lance l'appel. Je parle ici encore à la diaspora. Qu'on vienne te dérouler le tapis rouge pour le faire. Moi, c'est le constat que j'ai fait il y a plus de 10 ans de cela. Voyant la situation économique de mon pays, voyant déjà d'abord, il faut le dire, voyant ma propre situation. Il faut comprendre ici que, même étant au pays, la situation économique du pays n'étant pas bonne, je me suis questionné. Est-ce que je dois rester, c'est-à-dire que toujours dans cet état-là, à continuer à accuser les autres, à continuer à me morfondre sur ma situation? Je tiens à préciser que je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 6 ans. Je suis l'aîné de 6 frères et sœurs. Est-ce que je dois rester toujours à dire « Oh, je n'ai pas eu de la chance, le Seigneur n'a pas été généreux avec nous, on a perdu nos parents très tôt. » Mais comme on a perdu les parents, comme je suis orphelin, je dois tout lâcher, je dois aller sombrer à la délinquance, à l'alcool, à l'oisiveté, et je dois lâcher ma vie. Non, je me suis questionné, je me suis ressaisi. J'ai la gratitude aussi auprès de mes oncles et tantes qui ont contribué. J'ai énormément de gratitude auprès de mon grand-père, celui-là qui est mon mentor, je vous le dis à chaque fois, qui a su me tenir, c'est-à-dire que sur le plan des valeurs, sur le plan du mindset, celui-là qui voulait toujours que je sois à ses côtés, afin qu'il puisse me prodiguer des conseils. Je n'ai pas voulu me morfondre sur mon sort, mais à chaque fois, j'étais toujours en train de dire, je ne vais pas laisser cette situation-là prendre le dessus sur moi. À chaque fois, je me suis dit, c'est des circonstances que je traverse. Ces circonstances ne me définissent pas. Ce n'est pas parce que je suis né dans un pays pauvre ou sur un continent qu'on dit pauvre que je vais finir pauvre. Ce n'est pas parce que je suis orphelin que ma vie est foutue. Je vais me donner les moyens de pouvoir sortir de là. C'est comme ça que j'ai pris le challenge. Lorsque j'ai commencé à travailler, malgré un petit salaire, je me suis fixé l'objectif de travailler pendant 2 ans. Épargner, obtenir mon visa pour venir ici en Occident. Oui, à cette époque, mon salut, c'était l'Occident. Donc il faut aussi comprendre aussi que réussir ou devenir riche, tes circonstances, je te dis, ça ne te définit pas. Ton environnement aussi ne te définit pas. Si tu n'es pas à l'aise dans l'environnement dans lequel tu es, change l'environnement. Si c'est dans ton quartier, quitte le quartier. Si c'est la ville qui n'est pas bien, quitte la ville. Tu vas dans une autre ville. Si c'est le pays qui n'est pas bien, je te demande de quitter le pays, tu vas dans un autre pays. C'est à toi de bouger. Tu n'es pas un arbre, bouge. Mais tu vois que le problème chez nous, c'est qu'on ne se questionne pas. On s'assoit, on subit tout. On attend que c'est les autres qui fassent. Et puis, viennent nous donner. Donc c'est comme ça que je suis allé en Occident. Étant aussi en Occident, parce qu'avec toujours pour mission d'améliorer non seulement mes circonstances,
améliore aussi les circonstances des personnes qui m'entourent, de mes frères et sœurs. Je n'étais pas encore marié en ce moment, je n'avais pas des enfants. Donc, j'étais focus sur mes frères et sœurs. Quand je viens en Occident, c'est le même leitmotiv. Quand tu arrives en Occident, il y a des péripéties, c'est-à-dire qu'on te déroule par un tapis rouge quand tu arrives. Tu es obligé de te battre, de trapatouiller, de tomber, de te relever. Le temps, c'est-à-dire que sur le plan administratif, d'avoir la situation, ça prend un certain temps, mais tu n'oublies pas la mission. Tu continues toujours à trapatouiller, à travailler, à continuer aussi à envoyer l'argent au pays pour pouvoir, c'est-à-dire que subvenir aux besoins des gens pays. Donc, tu vois, chemin faisant, j'ai fondé une famille. J'ai eu mon premier qui est né en 2007. Les jumeaux tels que sont arrivés là aussi en 2013. Tu vois que la famille s'est agrandie. C'est là où, toujours dans la quête de continuer à améliorer le quotidien, je me suis dit, est-ce que uniquement avec le salaire, je pourrais, c'est-à-dire que subvenir non seulement aux besoins, c'est-à-dire que de ma femme et mes enfants, et celui de mes frères et sœurs, et de la grande famille. C'est là où m'est venue l'idée de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je réunis mes frères et sœurs pour qu'on lance le projet agricole. Pour qu'on lance le projet agricole. Et pourquoi j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat et du projet agricole? Parce que c'est-à-dire que derrière ça, il y a une réflexion aussi. Je n'ai pas voulu faire le commerce. Tu pouvais me dire, mais Thierry, tu pouvais faire le commerce. Tu es ici en Occident, tu pouvais importer, acheter les voitures ici d'occasion, envoyer au pays, ou acheter les ballots de friperie, envoyer au pays, ou acheter les produits électroménagers, envoyer au pays. Mais j'ai aussi constaté que ce business-là, on le fait depuis des décennies. Le commerce, ça ne développe pas le pays. Si le commerce développait le pays, ça se saurait. Parce que, qu'est-ce que ça fait? Lorsque tu achètes les ballots, c'est vrai pour les besoins instantanés, là, voilà, ça résout des solutions, mais ça appauvrit le pays en même temps parce que ce sont les devises qui sortent à chaque fois. Je vais te faire un petit exercice. Toi qui as grandi au pays, on connaissait tous les noms de nos boutiquiers. On a les Magida, on a les Ceci, on a les Pas, Ceci, les personnes qui avaient des boutiques. Est-ce que tu as dit que les personnes qui avaient les boutiques, quand tu étais jeune, ces boutiques-là existent encore à nos jours? Je ne sais pas quel âge tu as. Si tu as... Allez, est-ce que tu as dit que dans nos différents pays, il y a des personnes comme ça qui peuvent tenir la boutique pendant 20 ans? Est-ce qu'il y a des commerçants qui peuvent tenir les boutiques pendant 20 ans? Est-ce qu'il y a des commerçants qui peuvent tenir les boutiques même pendant 10 ans, même pendant 5 ans? Il y a de fortes chances que tous les boutiques que tu connaissais quand tu étais jeune ont fermé boutique, sont tombés à faillite. Même toi-même qui me regardes depuis la diaspora, on a ces plaintes-là. Oh, j'ai envoyé la marchandise au pays, la famille m'a arnaqué. Oh, j'ai envoyé les voitures au pays, ils ont vendu, ils ont gardé l'argent. Parce qu'il y a ce problème-là aussi que on va faire des business, nos business ne sont pas pensés. On va juste faire le business pour avoir de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde capitaliste. Qui dit monde capitaliste dit idéologie. C'est une idéologie. Mais il n'y a que les Africains qui fonctionnent sans idéologie. Nous sommes les mêmes à dire que ce sont nos bourreaux, que ce sont eux qui viennent piller nos richesses en Afrique. Et nous sommes les premiers à consommer les produits manufacturés par nos matières premières. Est-ce que tu ne vois pas un peu qu'il y a un truc qui ne va pas? Ils viennent prendre nos matières premières, ils vont manufacturer, ils reviennent nous vendre ça 5 fois, 10 fois le prix. Il y a un problème. Pourtant, c'est nous qui avons les matières premières. Donc, quand ils prennent les matières premières, il faut comprendre que ces matières premières vont créer des emplois. Ça crée des usines. Ça relève le PIB de leur pays.
Ces différents produits, c'est-à-dire qu'on déjà payé ici, là, sont des fois exonérés de taxes. Ils viennent plomber nos économies en faisant du dumping sur l'économie locale. Nous sommes aussi, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas jeter, c'est-à-dire que le tort ou la faute à chaque fois, toujours sur les Occidentaux, si on ne se met pas aujourd'hui comme ça à réfléchir. Cette vidéo, c'est une vidéo masterclass. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube, qu'on réfléchisse. Nos importateurs, ceux qui sont là chaque fois, c'est-à-dire à importer les tonnes et les tonnes de riz, les tonnes de blé, de farine de blé, de maïs, les produits de première nécessité, des huiles qui entrent en tonnes et en tonnes, le poisson, l'électroménager. On ne s'est jamais posé la question, ou ces importateurs ne se sont jamais posé la question, de savoir, mais au lieu d'importer à chaque fois les tonnes et les tonnes de riz, il va falloir aussi que je crée la plantation, je crée une rizière. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas importer. On peut importer et après chercher à avoir le transfert de technologies, aller faire des rizières de riz, puisque le riz, c'est une des denrées aujourd'hui consommées telles que par l'Afrique. Non, on se plaît, c'est-à-dire que dans le gain qu'on a en important, mais il faut savoir que lorsque tu vas importer les tonnes et les tonnes de riz, tu fais travailler les agriculteurs asiatiques. Quand tu vas faire importer les tonnes et les tonnes de farine de blé, tu fais travailler les agriculteurs occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vas faire importer, c'est-à-dire que tous les habits, tu fais travailler justement l'artisanat, c'est-à-dire étrangère. Quand tu vas acheter les mèches et tout ça, tu fais travailler l'industrie, c'est-à-dire extérieure, l'économie extérieure. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Il ne faut pas chercher à comprendre. Mais beaucoup vont se plaire à dire, je fais mon commerce. J'ai mes millions. Mais quand tu as les millions, tu as de l'argent, mais tu n'es pas riche, tu es pauvre. Je peux répéter? Tu as peut-être tes millions. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas construire une maison. La maison, c'est quoi? Avec quels matériaux? Les matériaux encore tout achetés à l'étranger. Ça ne développe pas le pays. Et ton argent, c'est l'argent fiduciaire, c'est le papier. Ça peut perdre la valeur. Chez nous, en Afrique, on a dévalué le franc CFA combien de fois? Donc, tu vas aller amasser les millions, les milliards. Tu entends du jour au lendemain, dévaluation. L'argent perd la valeur. Parce que quand tu fais le commerce, tu ne crées pas la richesse. Tu vois, je suis en train de te donner mon mindset. Hein? C'est comme ça que j'ai pensé avant de choisir le domaine agricole. Et je n'ai pas choisi n'importe quel type de spéculation. Je suis allé sur les produits du terroir. En allant faire sur le palmier à huile, donc ça, l'huile de palme. Il faut comprendre que le palmier à huile, pourquoi j'ai fait ce choix-là aussi? Parce qu'il faut comprendre, il y a plus de 10 ans en arrière, il y a eu une marche de la faim au Cameroun. Il y a eu l'émeute. Parce que cette huile manquait. Parce que l'huile de palme manquait dans les cuisines des ménagères. Parce que le prix était tellement élevé. Alors que l'huile de palme, ce qu'il faut comprendre, l'huile de palme est originaire d'Afrique. C'est une denrée qui est originaire d'Afrique. Ça fait partie de nos, je veux dire, de notre richesse culinaire. Tu ne peux rien faire sans huile de palme. Aucune cuisine, tu ne peux faire aucune cuisine sans huile de palme. Et c'est une culture qui est hautement rentable. Je t'ai fait des vidéos où les pays aujourd'hui comme la Malaisie et l'Indonésie sont venus prendre la technologie, l'expertise agronomique chez nous et les graines. Aujourd'hui, l'Indonésie et la Malaisie et certains pays d'Asie sont immensément riches grâce à la culture du palmier. La Malaisie avait un PIB par habitant en 1960 de 295 $. À l'heure où je te parle aujourd'hui, en 2023, le PIB par habitant est de 11 000 $. Grâce à la culture du poivre, du palmier à huile, de l'évier à la culture. Ils ont d'autres cultures.
Ils ont même des ressources minières, mais c'est l'agriculture qui fait leur force. Pourquoi? Parce qu'ils ont su combiner, parce qu'ils se sont focalisés sur la production. Vous voyez que nous, en Afrique, nous nous sommes focalisés sur le commerce, la vente, l'importation. Nous importons tout ce que nous consommons et nous ne produisons pas assez pour enrichir l'économie locale. Et nous ne transformons pas. Parce qu'il faut comprendre que ce qui enrichit un pays, ce qui enrichit une nation, c'est la production. Si nous passons le temps à consommer tout ce qui vient de l'extérieur, on ne crée pas la richesse. On s'appauvrit parce que les devises sortent. Donc, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me suis lancé dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes sur 30 hectares de palmeraie en production. J'ai pensé aussi à ce mindset en disant qu'on ne va pas uniquement produire et vendre les régimes à l'huilerie. Parce qu'il faut aussi comprendre que chez nous au Cameroun aussi, l'huilerie nationale qui était Socapam a été privatisée. C'est M. Vincent Bolloré aujourd'hui qui a la Socapam. J'ai dit non, je vais transformer ma production. Voilà, de fil à aiguille, nous avons mis aussi une unité de transformation. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu passes à la phase de transformation que tu apportes la plus-value. Et ma stratégie, c'est que dans mon village, nous sommes pionniers en termes de culture de palmier à huile et en termes de culture d'EVA, parce qu'on a la CDC, qui est une compagnie étatique qui a les EVA. Et en termes de palmier à huile, on a des champs à perte de vue de palmier à huile. On a des personnes qui ont 100 hectares, 200, 300, 400 hectares. C'est nous qui ravitaillons l'huilerie Socapam. Si mon village dit non, il n'envoie pas la production, la Socapam est bloquée. Parce qu'il faut comprendre que la Socapam aujourd'hui a des vergers qui sont vieillissants. Ils sont en train de remplacer certains vergers vieillissants dont la production n'est pas optimale. C'est nous qui ravitaillons avec, c'est-à-dire que nos jeunes plantations, et avec surtout le fait que nous produisons en masse. Tu vois la stratégie que j'ai mise en place, quand je mets mon usine, tu vois que mon usine va permettre aux producteurs, c'est-à-dire du village, de pouvoir venir transformer, c'est-à-dire que leur production. Je pourrais moi-même acheter la production des paysans, augmenter mon volume. Tu vois, c'est pour cela que je n'ai pas voulu étendre à plus de 100, parce que je n'avais même plus de superficie. J'ai dit, je fais sur 30 hectares et je vais diversifier maintenant les cultures. Je n'ai pas voulu uniquement faire dans le palmier à huile. J'ai dit, je vais diversifier les cultures, aller faire d'autres cultures qui ne sont pas cultivées, c'est-à-dire que justement dans la localité. Tu vois, je me demande des challenges. Pourquoi je t'explique ça? On ne doit pas toujours être dans le suivisme. On se doit aujourd'hui de ne pas, de ne pas faire toujours les mêmes choses. Tu vois que chez nous, on est toujours en train de cultiver la même chose. C'est pour ça que je suis allé faire j'ai fait le choix du Ndiangsang. Tu m'entends tout parler de Ndiangsang, regarde ça. C'est ça le Ndiangsang, l'Arpi. En Afrique de l'Ouest, on va dire Arpi. Cette culture-ci, là, je suis la seule personne sur YouTube que tu entendras parler. Très peu de personnes cultivent ces cultures. Les gens ne savent même pas que ça se cultive. C'est moi qui suis là en train de valoriser et de vulgariser. Pourtant, c'est ultra rentable. Un sac de Ndiangsang, ça coûte dans les 300 à 400 000 francs CFA. Et le Ndiangsang, c'est ce que j'appelle les cultures forestiers non ligneux. Ça se récolte encore de façon sauvage dans nos forêts. Et il faut comprendre ici que nos forêts, c'est-à-dire que sont aujourd'hui très très menacées, tu sais, avec l'exploitation, c'est-à-dire que forestière. On donne les permis comme ça, c'est-à-dire qu'aux compagnies forestières qui exploitent les essences, eux, quand ils vont abattre les essences, ils ne font pas le choix. Hein. Que ce soit un arbre de Ndiangsang qui est à côté d'une essence qu'il veut, il va abattre l'arbre. Ce qui fait que ces arbres-là commencent à disparaître. Et ça amène les femmes, parce qu'il faut comprendre que cette activité est faite par les femmes. C'est fait par nos mamans. Ça est fait par nos soeurs, ça est fait par nos femmes.
elles sont obligées aujourd'hui de parcourir des kilomètres et des kilomètres, d'entrer dans des profondeurs et des profondeurs des forêts pour aller récolter voilà, ces essences, le Njansan. Et des fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles se retrouvent des fois nez à nez avec les animaux sauvages, comme l'éléphant. Elles se retrouvent nez à nez avec l'éléphant parce qu'il faut comprendre que l'éléphant adore ce fruit-là, le Njansan. Ça mange, c'est-à-dire que la chair. Tu vois? Et c'est grâce aussi aux éléphants qu'on a encore ces arbres. Parce que quand les éléphants mangent, en parcourant des kilomètres dans la forêt, ça défèque. Et c'est comme ça que ça fait régénérer ces arbres-là. Non seulement ça, aujourd'hui, les femmes aussi sont victimes de viols. Parce qu'il faut comprendre que ces arbres poussent de façon spontanée. Un monsieur qui a cet arbre dans son champ et qui voit une femme qui vient ramasser son Njansan, les femmes se font molester et se font violer. C'est les faits qui sont là. Et c'est pour ça qu'il est plus qu'important et urgent pour nous de domestiquer ces arbres. Moi, voilà un combat que je prends à bras le corps. Ça, c'est un arbre qui te rend milliardaire. Tu fais comme ça, tu as une plantation de Njansan de 2, 3, 4, 5, 10 hectares, tu es milliardaire. Parce que tu vois, c'est une épice qui ne manque pas dans tout ce qui est braise. Tu fais un poisson braisé sans Njansan, mon ami, c'est de l'amateurisme. Le Njansan ne manque pas dans les bouillons, dans les braises, les viandes braisées. Et ce Njansan, on peut aussi le transformer en huile. Tu vois, ces graines-là, on peut transformer en huile. Ça te donne une huile de haute qualité, riche en oméga 3, plus riche que l'huile d'olive. Ce Njansan. On peut transformer ça aussi en pâte. Donc tu vois, ça fait autant de produits dérivés. Lorsque tu vas transformer en huile, tu augmentes encore la plus-value, multipliée même par 100. Parce que l'huile de Njansan ne mange pas cette huile qu'il veut. C'est une huile qui est même conseillée aux personnes qui ont des problèmes, c'est-à-dire que de santé, des problèmes de cholestérol. Donc tu vois que ça rentre dans la gamme des produits, des alicaments. Après, tel que j'ai bifurqué, tel que sur le poivre. Le poivre aussi ici, je n'arrête pas de vous le dire. C'est une épice que j'ai découvert aussi, toujours dans mes recherches. Personne ne me l'a conseillé. Mais lorsque je suis tombé dessus, j'ai dit, bingo, c'est ce que je vais aller faire. À l'heure où je te parle, dans mon village, je suis le seul à produire cette épice. Très peu de ça. À l'heure où je te parle, nous sommes près de 600 producteurs de poivriers au Cameroun. Sur une population de 28 millions, il n'y a que 600. Cette épice est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième culture la plus chère au monde. Le kilo aussi entre 100 et 400 euros. Tu vois ici que toi qui es de la diaspora, si tu te lances sur une culture comme le poivre, tu te fais de l'argent à mourir. Tu fais 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. 1 hectare, tu chiffres en millions d'euros. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé faire aussi le mpébé. Le mpébé. Les rondelles. Donc, tu vois, l'idée de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que on se doit aujourd'hui d'aller valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Tu vois, c'est fort de cette réussite-là que je me suis encore challengé. J'ai dit, bon, si j'ai pu faire ça avec mes frères et sœurs, si j'ai pu amener mes frères et sœurs à comprendre que dans la vie, c'est à chacun de se battre pour obtenir ce qu'il veut. Si on a pu réussir ça, tu vois, au bout de 10 ans, ce n'est pas des doigts dans les nez. J'ai dû combattre aussi avec mes frères et sœurs. Je sais que dans notre communauté, on est tout en train de dire, ben, la famille ne nous accompagne pas. Oh, c'est difficile avec ma famille m'a naqué. Non. C'est un combat, il faut comprendre que c'est un combat. Il faut comprendre que tu ne peux pas le faire sans la connaissance. J'ai survolé en te disant que la culture du poivrier, mais tu sais que la culture du poivrier, la première année, n'a pas été facile. J'ai connu des difficultés.
J'ai perdu plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Mais je ne me suis pas arrêté parce que pour moi, c'était un challenge. Parce que je voulais, c'est-à-dire que, impacter avec cette culture. Je voulais aussi, c'est-à-dire que justement, laisser une trace. Oui, j'ai dépensé plusieurs millions pour pouvoir implémenter cette culture. Je suis allé chercher la connaissance. Ça m'a permis aujourd'hui d'aller me former, c'est-à-dire que sur le plan agronomique, d'aller me former, c'est-à-dire que sur le plan environnemental, de faire le tour de France, faire l'Asie. Ça m'a permis aujourd'hui de maîtriser la science, de maîtriser l'environnement. Parce qu'il faut comprendre que l'agriculture, ce n'est pas uniquement de semer et d'aller s'asseoir. C'est ça qui me permet aujourd'hui de parler, c'est-à-dire voilà, de partager la connaissance avec toi. Mais il a fallu cet échec-là. Il a fallu que j'avale mon orgueil, que je comprenne que l'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec est là pour nous permettre uniquement d'apprendre. C'est comme ça que je suis allé chercher la connaissance. Je suis revenu 4 ans après, réimplémenter, et on a ces résultats. Fort de ces résultats, je suis donc venu aussi sur YouTube me rechallenger. D'ici, nous avons pu avoir la réussite sur la culture du palmier à huile. On a dit qu'on allait faire dans le palmier à huile, on l'a fait, on produit, on vend. On a dit qu'on allait faire dans le poivre, on l'a fait. On a dit qu'on allait faire dans les épices, on l'a fait. On a dit qu'on voulait mettre une unité de transformation, une usine, on l'a fait. Je viens aussi challenger la grande communauté, la communauté africaine. Leurs dits frères et sœurs, les situations que nous traversons ne nous définissent pas. Si on prend le courage, si chacun et chacune nous prend le courage de se fixer un objectif et de rester focalisé sur cet objectif, de rester discipliné sur cet objectif, déterminé sur cet objectif, la personne va réussir. Parce que tout ce que je te dis, tout ce que je te cite là, le poivrier, le palmier à huile, l'usine, le Njansan, le Bitakola, c'est parce que nous sommes restés focalisés. Ça fait 3 ans pour les plus assidus qui me suivent. Mais ça fait plus de 10 ans que je suis sur le terrain. Je suis venu sur YouTube parce que j'ai obtenu ces résultats, parce qu'il y avait les résultats. Mais laisse-moi te dire que ce n'était sans difficulté. C'est pour te dire que les vraies choses se font dans la pénombre, dans l'obscurité. Quand on vient sur YouTube, quand moi je viens sur YouTube, c'est pour te montrer les résultats et t'expliquer comment j'ai fait pour pouvoir traverser ces challenges-là, pour pouvoir t'inspirer aussi. Donc quand je viens aussi sur YouTube, c'est un autre challenge YouTube. L'univers YouTube, je ne connaissais pas l'univers YouTube. Moi, j'étais plus sur Google à faire mes recherches. Mais YouTube, je ne connaissais pas YouTube. Parce que la qualité des personnes qui réussissent, c'est ça aussi. Il faut être honnête. Il faut être sincère. Mais j'avais cette confiance en moi, parce que tu ne peux pas faire ça sans confiance en soi. Et la confiance en soi ici, c'est quoi? C'est d'être en accord avec tes valeurs. C'est de connaître tes points forts et tes points faibles. Et c'est d'accepter ça. C'est de se dire que tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. C'est de te dire que ce n'est pas les autres qui vont te dicter ce que tu dois faire. Lorsque tu es en accord avec tes valeurs, rien ne peut t'ébranler. J'ai dit, je viens sur YouTube partager, c'est-à-dire que le peu de connaissances que j'ai obtenues avec mes frères et sœurs, faire connaître ces différentes cultures-là, en fait que ça puisse inspirer plusieurs d'entre vous. C'est comme ça que je vais aussi auprès de mes enfants. Oui, je te le dis. Ce sont mes enfants. Mon fils est né de 12 ans et mes jumeaux qui avaient 9 ans au moment des faits, de la création de la chaîne, qui m'ont expliqué comment est-ce qu'on crée la chaîne YouTube. Mon fils m'a dit, papa, YouTube a changé, c'est-à-dire que les règlements. Si tu n'as pas 1000 abonnés, on supprime ta chaîne. Tu attends ce que mon fils me dit?
Il m'a mis une pression d'emblée que papa, si tu n'as pas 1000 abonnés, on change ta chaîne. Mais compétiteur que je suis, sachant ce que je viens de délivrer, j'ai dit, ah bon, c'est ça mon fils? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, j'ai quoi perdre? Allons-y. Est-ce que tu comprends le mindset? Mon fils, lui, il a dit, parce que tu vois, avec YouTube, il avait dit, bon, il faut avoir 1000 abonnés et il faut avoir 1000 abonnés et 1000 heures de watch time. Mais lui, il a compris que il a plutôt pensé qu'on va supprimer ta chaîne. Mais en me disant on va supprimer ta chaîne, mais c'est un bien fou qu'il m'a fait. Parce que je suis un compétiteur. Je viens du monde du sport où je sais que c'est la compétition qui fait vivre un sportif. C'est le challenge qui fait vivre un sportif. Et moi, je ne suis pas du genre à se morfondre. J'ai dit, allons-y. Je vais avec mes faiblesses, je connais aussi mes points forts. Mes points forts, c'est la valeur que je viens de délivrer. Tu as vu que je ne vais pas commencer à dire, ben, je n'ai pas de monteur, je n'ai pas fait de la miniature, je n'ai pas encore l'éclairage, je n'ai pas encore acheté la caméra Sony, non, il me faut chercher un web designer. Non, 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 non. Je dis ça à celui qui veut aller se lancer sur YouTube. Aujourd'hui, on vous a dit que YouTube, c'est l'Eldorado, c'est la poule aux œufs d'or. Mais je dis ici, venez apporter plutôt de la valeur. Viens plutôt en apportant de la valeur. Tous les artifices à côté, c'est rien. Parce qu'il faut comprendre ici que les personnes à qui tu parles, ce sont les hommes en fait. C'est les hommes. Ce ne sont pas des robots. C'est les hommes. Et les hommes savent déceler ce qui est vrai. Ce que les hommes cherchent, c'est l'authenticité. Moi, quand je viens parler, c'est l'information qui est plus importante. C'est pour ça que je parle aujourd'hui que j'ai une communauté de personnes matures. J'ai une communauté, c'est-à-dire que des hommes et des femmes matures, qui ne sont pas là à attendre des images subliminales. Parce que certains vont plutôt aller favoriser les images subliminales. Moi, je fais exprès de ne pas mettre les images subliminales. Pourquoi? Parce que ça va t'amener à réfléchir. Quand je parle du Pitacola et que je ne te montre pas une image subliminale du Pitacola, ça doit plutôt te pousser à aller faire tes propres recherches. Parce que on a aussi vu qu'en mettant ces images subliminales, ça rend les gens paresseux et paresseuses. On veut toujours qu'on nous mâche tout. Sans compter ça aussi, on est aujourd'hui encore en train de rétrécir même la durée des vidéos. Tu penses que je peux te raconter ma vie de plus de 10 ans en 2 secondes, en 2 minutes, en 3 minutes, en 8 minutes, en 10 minutes? Même en 1 heure, je peux raconter tout ça? Ça rend les gens aujourd'hui paresseux et paresseuses. Les gens ne peuvent plus aussi aujourd'hui rester sur des vidéos éducatives comme ça pendant 38 minutes comme je suis en train de le faire, parce qu'elles sont pressées à aller consommer, c'est-à-dire que les informations. Aujourd'hui, on a des personnes comme ça qui ont la boulimie d'informations, qui ne sont que là à consommer sans passer à l'action. Donc c'est ça qui m'amène sur YouTube. Et tu vois, depuis 3 ans, je diffuse de façon authentique. Et nous avons une communauté aujourd'hui de 48 000 personnes. Tu te souviens, mon fils m'a dit, papa, si tu n'as pas 1000 abonnés, on supprime ta chaîne. Et les 1000 abonnés, je les ai obtenus en quoi? En l'espace de 4 mois, j'avais les 1000 abonnés et j'avais fait atteindre la watch time. En 4 mois. Ce que d'autres personnes font 3 ans sans atteindre. Ce que d'autres personnes font 4 ans sans atteindre. Donc ce que je vais te dire ici, c'est d'être authentique. C'est déjà d'avoir une valeur. Ce n'est pas... Aujourd'hui, on dit, bon, il faut venir faire la chaîne YouTube pour venir gagner de l'argent. Même sans montrer ton visage. Il faut même copier les vidéos. Tu balances seulement les vidéos. Non, c'est les hommes qui regardent. Et aujourd'hui, on fait des vidéos aussi fades, tout simplement parce qu'on veut avoir des vues.
Je suis en train de te dire ici que je peux parler comme ça pendant 5 heures, sans me fatiguer, sans manquer de vocabulaire. Je ne fais pas de montage, je ne coupe pas mes vidéos. L'exercice que je fais ici, c'est un exercice, pour les youtubeurs, ils le savent, qui n'est pas facile. Parce qu'eux, ils vont parler, ils vont aller couper les parties où ils ont bugué, où ils ont fait, je pense que... Non, tu vois, je parle comme ça pendant 1 heure, je te diffuse la même chose. Ce n'est pas facile. Si tu es faux, ça va se savoir. C'est pour ça qu'ils ont des monteurs, ils ont des machins. Et c'est pour ça que j'ai une communauté qui me suit, parce que je suis authentique. J'allume ma caméra, je parle pendant 1 heure. Je t'envoie la même chose. N'oublie pas, ça demande une sacrée dose de confiance en soi. Ça demande que tu saches ce que tu fais, ce que tu dis. Et ce n'est pas pour rien que j'ai une communauté aujourd'hui de femmes et des hommes. J'ai des ingénieurs, j'ai des médecins, j'ai de tout. Des personnes, des éleveurs, des agriculteurs. Je suis dans l'authenticité. Donc c'est ça qui m'amène sur YouTube. Et c'est ça, pour ça que je partage ce message. Je ne suis pas dans le calcul. Donc cette révolution, je suis en train de la faire depuis 3 ans. Déjà d'abord dans la pédagogie, dans l'enseignement, à amener les personnes qui n'étaient pas du monde agricole, du monde de l'élevage, à comprendre les enjeux qui sont là, les enjeux géoéconomiques, géostratégiques, géopolitiques. Et nous sommes en plein dedans là maintenant. Quand j'étais en train de dire, il y a 3 ans qu'on doit tous aller produire nos produits du terroir, le manioc, le macabo, les patates, les bananes plantains, l'igname, la banane douce, le sorgho, le mil, le maïs, et passer à la phase de transformation, faire des farines locales, déjà pour notre consommation humaine et pour la consommation, c'est-à-dire que de nos animaux. Qu'il était aberrant qu'on soit là, c'est-à-dire qu'aller faire l'élevage et qu'on continue à nourrir les animaux avec des produits faits ailleurs. Depuis 3 ans, je n'ai pas changé de discours. Mais s'il y a une chose qui a changé, vous n'allez pas me l'enlever ça, les autres ne vont pas m'enlever ça, c'est que les événements sont en train de nous donner raison. Les événements donnent raison aujourd'hui à la communauté des agripreneurs visionnaires. Le manioc aujourd'hui est au centre des intérêts. Mais il y a 3 ans, quand je le disais, je passais pour un ringard. C'est ça être visionnaire. Les événements, c'est-à-dire que la crise en Ukraine, sont venus révéler en plein jour notre dépendance sur les céréales. En l'occurrence, le blé. Nos chefs d'État ont fait des va-et-vient à aller mendier. Aujourd'hui, le blé, c'est la chasse gardée, c'est-à-dire que de Poutine. C'est avec ça qui fait la pression au monde. La fierté aujourd'hui, c'est de savoir que certains de nos dirigeants, les Africains ont compris, les dirigeants africains ont compris d'où était la faiblesse. Et certains des pays ont adopté aujourd'hui la farine de manioc dans la consommation, c'est-à-dire que pâtissière. Le Cameroun a adopté, a accepté qu'on puisse introduire 20% de farine de manioc dans la farine panifiable. C'est un début. Donc ça, pour nous, c'est une aubaine. C'est pour ça qu'on devrait aujourd'hui aller produire massivement le manioc. Je tiens à saluer les opérateurs économiques qui ont emboîté le pas. Je suis l'actualité aussi. J'ai parlé, c'est-à-dire que de ça depuis le début d'un certain Palinfo, des pionniers comme ça. Ce Burkinabé, qui est parti de rien du tout, qui est parti de chargeur de sac, aujourd'hui a un opérateur économique incontournable au Burkina, où il a des centaines d'hectares de manioc, où il transforme, c'est-à-dire que les farines. Il est parti de chargeur de sac. Il aidait les femmes qui viennent acheter les manioc pour la checker. Il a commencé avec des demi-hectares, il a étendu aujourd'hui à plus de 100 hectares. C'est ça la magie de l'agriculture. Je ne pourrais pas aussi parler sans parler aujourd'hui. Vous avez au Cameroun des hommes et des femmes qui produisent massivement le manioc. Mais aujourd'hui, comme les réseaux sociaux aussi, c'est une puissance. On a un opérateur au nom de Bertin Tchoufou,
Vous le voyez passer sur la chaîne de Philippe Simon. Quand les gens font les choses bien, on se doit de le dire. C'est ça la grandeur des grands hommes. Nous ne sommes en compétition avec personne. Il est en train de faire, il a fait une ferme de 3000 hectares de manioc. Je dis bravo. Il est en train de lancer une usine de transformation. Je dis encore bravo. Mais ça devrait amener maintenant les gens aussi, là où je vais dire, de pouvoir éduquer la communauté, la population environnante, villageoise, qu'ils se doivent de produire le manioc afin de ravitailler tel que l'usine de Bertin Tchoufou. Parce qu'il faut comprendre que le manioc, c'est sur un cycle de 12 mois. Et il faudrait que le manioc ne manque pas, il ne faudrait pas poser l'usine et qu'il y ait comme ça des ruptures de stock d'approvisionnement. C'est encore ça l'éducation. On se doit aujourd'hui de valoriser ces cultures-là parce que c'est là où ça va créer la richesse. Parce qu'avec le manioc, on a énormément de produits dérivés, je l'ai dit. La farine de manioc, la farine panifiable, le couscous, le watafoufou, le gari, la tchéké, le plakali, le mitumba, le chikwang, le bobolo, le miondo. Lorsqu'on rentre dans la phase industrielle, on peut faire l'amidon avec la peau de manioc. La peau de manioc est consommable. On a aussi un Camerounais qui a fait des études dessus. On peut faire de la farine avec la peau de manioc. On peut faire de la colle, on peut faire de la liqueur, on peut faire de la bière avec le manioc. Tu vois, le manioc, c'est un produit béni de Dieu, quoi. C'est un multiplicateur, c'est-à-dire que de richesse. Tu vois, rien qu'avec le manioc, tous nos produits du terroir, comme le palmier à huile, le poivre, le njansan, le butakola, c'est des multiplicateurs de devises. Tu vois? Je ne saurais parler. Donc, tu vois que voilà une victoire. Moi, c'est comme ça. Cette vidéo, c'est un peu le bilan. Hein. Pour moi, c'est une victoire. On a parlé du manioc. La crise ukrainienne est venue mettre en plein jour. Aujourd'hui, le manioc est aujourd'hui valorisé et vulgarisé. La tchéké en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, devrait être labellisée. Le plakali devrait être labellisé. On devrait aujourd'hui penser plutôt maintenant à labelliser nos produits. Parce qu'aujourd'hui, le manioc, c'est une institution. Le palmier à huile, c'est une institution. Le poivre que tu vois, c'est une institution, c'est labellisé au Cameroun. Nous avons l'indication géographique protégée. Parce que c'est comme ça qu'on pourra faire aussi pour enrichir le terroir. Parce qu'aujourd'hui, on se doit d'aller vers l'excellence. Ce qui est vrai pour le palmier à huile est vrai aujourd'hui pour le cacao. On ne doit plus aujourd'hui produire le cacao pour uniquement les fèves. On se doit de passer à la phase de transformation. L'anacate, pareil, on se doit de passer à la phase de transformation. Le café, on a l'un des meilleurs cafés, c'est-à-dire que du monde. Le café d'Éthiopie. Est-ce que tu le sais, le café d'Éthiopie a obtenu le label indication géographique protégée en 2013, en même temps que le poivre. Mais combien de personnes en parlent? On devrait aujourd'hui transformer ce café-là, créer des industries, torréfier le café, packager. C'est la main-d'œuvre que ça crée. Mais regarde ce que ça fait ici en Occident. Les Occidentaux ne jugent que par le café, pourtant ils ne produisent pas le café. Ça crée des usines comme ça énormes où ça crée la main-d'œuvre. Les machines à café. On a des méga stars comme Georges Clooney qui font des publicités sur les machines à café. Est-ce que vous voyez les parts de marché que l'Afrique perd? En étant uniquement dans la production, est-ce que tu vois les parts de marché que nous perdons? C'est pour ça que je fais cette vidéo afin de dire, on se doit aujourd'hui d'être dans la production. On se doit aujourd'hui de produire et de transformer nos produits locaux. On se doit aujourd'hui de faire des business qui redistribuent la richesse vers le bas. Je suis celui-là aussi qui est venu bousculer les habitudes sur l'élevage. Je suis venu te faire comprendre ici que l'élevage de poulet de chair où on nous amenait tous à faire l'élevage de poulet de chair, ça profite à qui? J'ai commencé à vous dire ici qu'on se doit aujourd'hui faire l'élevage de poules locales. Est-ce que tu vois comment c'est en train de prendre? J'ai dit ici que tu peux commencer avec 10 poules, 2 coqs. Tu fais un enclos, tu mets une couveuse, tu récupères, quand ça pond, tu récupères, tu mets dans la couveuse et tu montes crescendo. Plusieurs personnes sont en train de le faire. Même si certains s'attribuent, voilà ma méthode de... Voilà. La grandeur veut aussi que quand on a appris ailleurs, il faut dire, remettre à César ce qui appartient à César.
Mais je partage tout ça parce qu'il faut comprendre ici que, je vous dis à chaque fois que la connaissance, c'est la richesse. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est aberrant qu'on soit pauvre. Moi, j'ai débordé d'imagination. L'élevage de poules locales, c'est moi qui ai insufflé. Parce que je sais aussi que dans notre communauté, on manque de courage. Nous sommes dans le suivisme. On attend que les autres fassent. Nous sommes des Thomas. On veut voir avant de croire. Aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui sont lancés dans l'élevage de poules locales. Et ils ont créé des chaînes YouTube. Ils gagnent leur pain quotidien. J'ai dit, bravo. J'ai parlé ici de l'élevage de force. Parce que je ne voudrais pas que l'argent soit un problème. Donc l'élevage de force, élevage d'anetons, élevage de ver blanc. Beaucoup ont pris la chose en main. Beaucoup m'envoient les mails. J'explique. Beaucoup m'envoient des retours de remerciements. Comment ils se sont lancés, elles se sont lancés. J'ai parlé d'élevage de canards, de pintades, de cailles, de porcs, de plusieurs élevages sur lesquels on ne vous parlait pas. Certains d'entre vous sont lancés. Je reçois des messages à chaque fois de remerciements, comment j'ai pu changer les vies. Ma plus grande réussite, c'est ça. Oui, est-ce que je suis en train d'atteindre ma révolution? Oui. Je suis en pleine révolution. Le train est en marche. Les choses sont en train de bouger. C'est fort de tout ça que j'ai dit, je mets maintenant la formation. Puisque je vous ai dit que éduqué sur le plan agronomique, je vous ai éduqué sur le plan de la stratégie, je vous ai dit sur le plan de la géostratégie, sur le pourquoi on devrait aller produire les produits du tiroir. J'ai dit, je mets la formation parce que au bout de 3 ans, certains d'entre vous avaient compris la philosophie. Parce qu'on ne peut pas aller produire sans philosophie. Parce qu'il faut comprendre que le domaine agricole et le domaine de l'élevage, c'est 2 secteurs ultra rentables, mais qui génèrent énormément de devises. Et c'est des secteurs sur lesquels c'est contrôlé comme ça par des mastodontes. Quand on parle d'agriculture, il faut comprendre que on a des mastodontes qui contrôlent. Que si on ne fait pas attention, on se fait bouffer. Si on ne fait pas attention au choix culturel, au choix des semences, aux techniques agricoles, on se fait bouffer. Parce qu'il faut comprendre que les semences sont contrôlées par des compagnies sémencières occidentales. La mécanisation est contrôlée par les compagnies occidentales. Les produits phytosanitaires, donc engrais, pesticides, nématicides, fongicides, c'est les mêmes. Les banques commerciales sont occidentales. Donc, si nous ne sommes pas stratèges, et même les prix sur certaines cultures sont contrôlés ici en Occident, si nous ne sommes pas stratèges, on se fait bouffer. Que ce soit sur le domaine agricole, c'est pareil. Ils ont conçu, c'est-à-dire que les animaux, selon leur philosophie économique, le but ici, ce n'est pas que ces animaux-là soient reproduits. Ils ont la formulation. Parce qu'ils ont dépensé énormément de milliards en termes de recherche et développement. Quand le gars dépense des milliards en termes de recherche et développement sur la semence, tu penses qu'il va venir te donner une semence reconductible? Nous, la nature nous a donné des semences reconductibles. Lui, il va aller faire des recherches sur le plan de développement en te disant, je vais te faire une semence qui a un fort taux de rendement, qui est résistante à la sécheresse, qui est résistante aux maladies, qui est résistante aux herbicides. Mais quand il fait ça, il a fait quoi? Il a modifié génétiquement la semence. Alors que la nature nous a donné cette semence-là gratuitement. Lui, quand il vient modifier, il fait quoi? Il obtient la paternité de la semence. Et ça fait que quand tu achètes la semence maintenant, tu es obligé à chaque campagne de venir acheter. Et ça fait comme ça un business colossal. Alors que la nature nous a donné une semence où tu achètes tu sèmes le maïs aujourd'hui avec les semences paysannes reconductibles, tu récoltes, tu gardes une autre semence, une quantité pour la campagne d'après. Tu ne dépenses pas.
Donc, quand il fait ça, on parle de productivité. Les céréales, par exemple, on va te dire, ben, il te faut un minimum pour commencer, pour être rentable, il te faut être sur 100 hectares. 100 hectares, ça coûte combien d'acheter? Tu vois que c'est un système où c'est les banques. Tu dois aller voir les banquiers. Pour être plus que rentable, il te faut au moins 500 000 hectares. Tu dois aller dépenser des centaines de milliers d'euros. Pour travailler sur 1000 hectares, il te faut la mécanisation. Ça coûte combien un tracteur? Minimum 300 000. Les moissonneuses-batteuses, au moins dans les 500. Donc, avant de commencer même dans certaines cultures comme les céréales, il te faut un minimum de 1 million à 1,5 million. Donc, tu dois chiffrer dans les 1 milliard. Est-ce que tu les as, les 1 milliard? Et ce que je viens de te citer là, le combo que je viens de citer, c'est détenu par un groupuscule de personnes. C'est des milliardaires de ce monde qui ont ça. Et le nom de ces milliardaires, on les cite tous les jours. Et c'est un système qui est comme ça depuis la nuit des temps, depuis Rockefeller. Le nom Rockefeller, tu l'as entendu? Rockefeller, c'est l'homme le plus riche de tout le temps. Mais il a commencé comme comptable, il allait dans le négoce des semences, il s'est diversifié, à avoir sa compagnie même sémencière, à avoir les banques, à avoir les pétroles. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? C'est le même chemin que tous les milliardaires, je ne vais pas les citer sur cette vidéo, mais tu les connais. Tous ces milliardaires produisent le même chemin. Ils se sont enrichis, c'est-à-dire que certains sont enrichis avec celui que vous connaissez beaucoup là, le logiciel d'ordinateur. Maintenant, il est aussi passé dans l'agriculture. C'est lui qui a les plantations. Il est même dans les compagnies sémencières. C'est lui qui vient subventionner. Il vient mettre les laboratoires. Il vient donner de l'argent pour qu'on ait des semences OGM. Pour venir modifier, c'est-à-dire que génétiquement nos sols, modifier génétiquement notre alimentation. Et nous empêcher de continuer à produire nos semences paysannes. C'est des institutions aujourd'hui qui sont plus costaudes que les États. C'est pour ça que vous voyez l'agriculture ne décolle pas chez nous, parce qu'on vient comme ça corrompre nos dirigeants et on nous rend dépendants, parce qu'on va toujours dire, ben, quand on va demander les aides, on va convertir ces aides-là en aides alimentaires, à nous empêcher de produire. Donc il faut comprendre ici que c'est la production qui va nous permettre de nous développer. Qu'un pays ne se développe pas dans la consommation. Un pays se développe en créant de la richesse, en transformant, c'est-à-dire que ces produits du terroir. Parce qu'en transformant, on crée de la main-d'œuvre, on apporte de la plus-value, et en vendant, ça crée de la richesse, et en exportant aussi, on ramène les devises. C'est ça le plaidoyer tel que sur cette vidéo, où je voudrais que chacun et chacune de nous, que vous puissiez comprendre le fond de ma pensée. J'ai dit aussi merci aux influenceurs, parce qu'à chaque fois que j'ai eu à interpeller certains influenceurs, ils ont répondu à l'appel. Je dis que ce n'est pas, c'est un combat pour nous tous. Ce n'est la chasse gardée de personne. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir que nous émanciper. On se doit aujourd'hui de s'émanciper sur le plan économique. Si nous ne sommes pas émancipés sur le plan économique, on ne pourra pas se développer. Aujourd'hui, nous avons des carences sur le plan de l'éducation. Sur le plan, on n'a pas que la bonne qualité d'eau. Sur le plan, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas des hôpitaux de qualité, nous n'avons pas d'infrastructures. On n'a pas le plein emploi, nous n'avons pas les industries. Nous ne sommes même pas autonomes sur le plan de l'énergie. Et tout ça ne va pas se faire avec les pancartes. Tout ça ne va pas se faire avec des slogans. Tout ça ne va pas se faire derrière nos claviers. Tout ça ne va pas se faire. C'est bien beau de mettre des titres qui nous donnent des millions de vues, hein, mais c'est sur le terrain qu'on voit les choses. On a de plus en plus des enfants malnutris. On a de plus en plus des orphelins. On est en retard sur tout. Donc ça va demander qu'on ait de l'argent. Donc ça veut dire que c'est l'économie qui va devoir impulser les choses. Même si nos dirigeants aujourd'hui, on sait que la politique est là pour implémenter les lois, mais il va falloir qu'on soit puissant sur le plan économique. C'est pour ça que j'invite chacun et chacune de vous. C'est pour ça que je viens faire ma révolution sur YouTube.
C'est pour ça que je viens révolutionner, je viens permettre à plusieurs, c'est-à-dire que d'entre vous, de devenir riches. Et tu vois ici que je sais faire la différence entre la richesse et avoir de l'argent. J'ai dit devenir riche. Donc ça veut dire que chacun se doit aujourd'hui de posséder le patrimoine. Parce qu'avoir de l'argent, ce n'est pas devenir riche. Cet argent, ça peut partir à tout moment. Mais je demande ici qu'on possède le système, qu'on détienne le système. Quand tu as un champ de poivrier, tu possèdes le système. Parce que c'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Quand tu as une palmeraie, tu possèdes le système, ça va sur plus de 50, 60 ans. Quand tu as le Njansan, tu possèdes le système. Quand tu as un champ d'un acadier, tu possèdes le système. Quand tu crées une industrie, tu possèdes le système parce que ça va sur plus de 80 ans. Parce que c'est un patrimoine, c'est un legs que tu peux laisser aux générations et des générations. Parce que c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être, c'est des valeurs. Tu vois ce que je fais, je parle avec toi depuis pratiquement 1 heure. Et je suis avec toi depuis plus de 3 ans à partager avec toi. C'est un savoir, c'est la connaissance. J'ai mis la formation, tu vois, on ne peut pas m'enlever ça. Et c'est cette même connaissance que je suis en train de partager aussi pour que ça ne se perde pas. Et ça ne peut pas se perdre. C'est ce même savoir que je partage à mes enfants. Mes enfants partageront aux enfants de leurs enfants. C'est ça la vraie richesse en fait. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent fiduciaire sur le coup de terme, mais c'est la valeur. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, intéresse-toi plutôt à la valeur que tu apportes aux autres. Intéresse-toi à la valeur que tu apportes aux autres. Ne te focalise pas sur l'argent. L'argent, c'est une conséquence. La conséquence, c'est la valeur que tu apportes aux autres. Et pour qu'on soit aujourd'hui riche, il va falloir qu'on impacte avec des patrimoines. Qu'on soit des personnes qui produisent au lieu d'être des consommateurs. Alors si toi aussi tu veux faire partie de cette révolution-là, si toi aussi tu veux venir rejoindre le groupe, je te donne l'opportunité, regarde sous la barre de description, prends le lien, parce que sous la barre de description, il y a des liens comme ça, des plantes que j'ai mis. Prends le lien et rejoins-nous, afin de pouvoir faire partie des personnes qui apportent le changement. On ne doit plus aujourd'hui être spectateur de nos vies. On doit vivre avec notre vie. On ne doit plus continuer à vivre, à observer la vie des autres, à commenter la vie des autres. Mais tu dois aujourd'hui être acteur de ta vie. Tu dois avoir ta vie à main. Tu en es capable. Si moi j'ai pu le faire au travers de mes frères et sœurs, toi aussi tu peux le faire. Et je te donne l'opportunité de le faire. Et pour te dire, il y a des personnes qui sont déjà en train de prendre le train. Je te dis que j'ai plusieurs exemples comme ça. Qui ont pris le train en main. Avec la culture du poivrier qui sont en train de le faire. J'ai mon partenaire que je vous dis depuis au Bénin. Qui a pris le train, qui a une plantation de poivrier qui produit déjà. J'ai plusieurs personnes qui ont pris le train en main. Qui se sont lancées. Qui ont pris la formation. Qui ont payé, oui. Et qui me disent merci. Merci parce qu'ils n'avaient pas vu la chose comme ça. Plusieurs personnes, même qui prennent des vidéos gratuites, qui viennent me remercier comment j'ai changé leur vie. Qui m'apportent des bénédictions. C'est ça que les gens vont garder. Au-delà de l'argent, c'est ça que les gens retiendront, tandis que de toi. Quand tu vas partir, les gens ne vont pas se souvenir de combien tu avais en banque. Mais les gens se souviendront plutôt de l'impact que tu as apporté à leur vie. Moi, je suis à ce stade-là aujourd'hui, d'être plutôt dans le besoin d'impacter la vie des gens. Et je voudrais que tu sois aujourd'hui celui-là aussi qui impacte la vie des autres au travers de tes réalisations. Tu ne sauras pas le bonheur. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les voitures. J'ai connu ça. En 2021, j'étais à 2 doigts de mourir. Donc tu vois que je ne cours pas après le bien matériel. Je suis aujourd'hui au stade du bien spirituel. Mon bonheur aujourd'hui à l'étape spirituelle. Je suis fier de savoir que j'impacte la vie des gens. Je suis fier de savoir que grâce à moi, les gens changent leur vie. C'est à ça qu'on se doit de servir aujourd'hui
au lieu d'être là à diffuser tel que des messages qui ne nous apportent rien, d'être dans le bavardage, le mogopan, le kongosa, d'être dans la distraction. On se doit aujourd'hui d'être des hommes et des femmes qui changent la vie des autres. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Merci à toi qui est resté jusqu'au bout. Partage la vidéo autour de toi afin que ça puisse impacter plus d'entre vous. Mets le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse, je vais dire, authentifier la vidéo et partager à plusieurs personnes. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.